Bien, je donne la parole à Madame Inde Martip qui va nous parler du projet de l'immunothérapie dans traitement anticancéreux, expérience de service d'oncologie médicale. Bonsoir tout le monde. Alors voilà, on voit ma présentation. Bonsoir tout le monde. Bien sûr, moi aussi, un grand merci à la Fondation Lalla Slema de nous avoir permis de rêver, de réaliser nos rêves et de continuer à rêver et même faire de l'immunothérapie dans un centre public donné gratuitement à des patients du régime Ramed. Et ça, c'est vraiment pour moi quelque chose d'exceptionnel. Merci beaucoup aussi à l'équipe du service d'oncologie médicale parce que ce travail est le fruit de toute l'équipe. D'ailleurs, j'ai mis le nom de tous les oncologues médicaux avec moi au service. Et merci beaucoup aussi à l'équipe infirmière et à tout le personnel avec qui je travaille au quotidien, qui sans eux, tout cela ne serait pas possible. Et donc, en fait, c'est un travail d'équipe qui permet d'avoir des prestations de qualité pour les patients. Alors, moi aussi, je vais vous parler d'une technique particulière en oncologie médicale qui est l'immunothérapie anti-checkpoint. Tout le monde en parle, l'immunothérapie, on en parle dans la presse, Hanan l'a dit tout à l'heure, les patients en parlent tous dès qu'ils arrivent en consultation. La première question qu'ils posent est: est-ce que je peux bénéficier de l'immunothérapie? J'en ai entendu parler à la télé, etc. Tous les médecins en parlent, donc en fait, j'ai jugé utile d'expliquer un petit peu le mécanisme d'action de l'immunothérapie et d'expliquer aussi pourquoi au service d'oncologie médicale nous en avons fait un projet et un projet d'établissement qu'on a essayé d'évaluer pour améliorer la sélection de nos patients. Nous sommes un centre hospitalo-universitaire, donc bien sûr le premier objectif de l'immunothérapie c'est d'avoir un traitement innovant pour les patients, pour améliorer leur survie, leur qualité de vie, mais c'est aussi un moyen d'avoir une expertise dans cette technique, parce que c'est des médicaments nouveaux. Qui dit médicaments nouveaux dit apprentissage de la manipulation, apprentissage de la gestion des effets secondaires, et ça c'est quelque chose de très très important. Si on veut s'inscrire dans une démarche qualité, il ne suffit pas d'administrer des traitements innovants, il faut d'abord les administrer avec des indications précises, et il faut savoir gérer les effets secondaires derrière. Alors qu'est-ce que c'est que cette immunothérapie? On parle beaucoup d'immunité ces derniers temps, surtout avec l'émergence du Covid. C'est le système immunitaire. En fait, le système immunitaire, il lutte contre les infections, il lutte contre tout ce qui est étranger à l'organisme, et notamment les cellules cancéreuses. Les traitements qui sont développés agissent pour reconnaître les cellules cancéreuses et les détruire. Alors, il y a eu des tentatives auparavant, c'était l'interféron, l'interleukine, que tout le monde connaît, mais ça stimule le système immunitaire de façon non spécifique. On n'a pas vraiment identifié quels étaient les freins de la réponse immunitaire. Mais grâce à la génomique, la biologie moléculaire dont a parlé Basma tout à l'heure, on a essayé de restaurer cette réponse immunitaire. Qui dit ciblage du système immunitaire et non pas de la tumeur, parce que ce qu'on faisait avant, c'est qu'on ciblait la tumeur. La chimiothérapie, ce n'est pas du tout spécifique. On cible toutes les cellules de l'organisme. Avec les thérapies ciblées, on ciblait les tumeurs. Avec l'immunothérapie, on cible l'environnement de la tumeur. Et par conséquent, il y a une efficacité potentielle dans plusieurs localisations. Vous verrez que l'immunothérapie, elle a des indications un peu partout, dans le cancer du sein, dans le mélanome, dans le cancer du poumon, cancer de vessie, cancer colorectal, CHC. Mais en fait, elle ne va agir, elle ne va être efficace que dans des tumeurs qui produisent beaucoup d'antigènes. Il faut que ces tumeurs produisent beaucoup d'antigènes pour que le système immunitaire puisse réagir. On sait que c'est les tumeurs qu'on appelle qui ont instables qui répondent à cette immunothérapie. Et donc, il y a une survie à long terme potentielle. Je vous montre ici, dans cette slide, une courbe d'une étude, une très grande étude, en particulier dans le cancer colorectal. Je sais qu'il y a beaucoup de spécialistes de la cancérologie digestive ici. Donc, j'ai choisi cet exemple. Alors, la courbe bleue, en fait, c'est celle de l'immunothérapie. La courbe rouge est celle de la chimiothérapie, puis thérapie ciblée. Et dans cette niche particulière du cancer colorectal MSI positif, et là, on a besoin de l'anapate,
on ne peut plus, nous, travailler sans un APAT. Tout à l'heure, on l'a dit, ça doit rentrer dans la pratique quotidienne, mais malheureusement, même si ça doit être le cas, mais nous, on est très contents et très fiers d'avoir ce laboratoire d'ANAPAT, parce que nous, quand même, les oncologues, on a du mal à trouver un endroit où on peut faire toutes les analyses qu'on veut de biologie moléculaire. Et vous voyez cette courbe, déjà on voit la différence entre les deux courbes, on est dans des chimiothérapies, thérapies ciblées très efficaces dans le cancer colorectal. Et là on voit les courbes particulières qu'on voit avec l'immunothérapie dans toutes les localisations, c'est ces courbes en plateau. On voit avec la chimiothérapie que ça descend parce qu'au fur et à mesure du temps, les patients décèdent, c'est des maladies métastatiques. Mais avec l'immunothérapie, c'est une particularité des courbes des essais cliniques, des courbes en plateau ou une survie à très long terme pour les patients, bien sûr, qui sont répondeurs, donc qui vont rester survivants à très long terme. Globalement, encore, en ce qui concerne le mécanisme d'action, il y a un petit décalage. Je ne vous demande pas de comprendre toute cette slide, juste le petit encadré. Ce qui est en vert, c'est un lymphocyte. Le lymphocyte, c'est le système immunitaire. C'est les cellules immunitaires qui luttent contre l'infection et qui luttent contre les cellules cancéreuses. Là, c'est un lymphocyte T. Et donc, ce qui a été possible grâce à la biologie moléculaire et à la génétique, c'est de retrouver à la surface de ces lymphocytes T des récepteurs qui sont capables de freiner la réponse immunitaire. Les récepteurs d'intérêt, je sais qu'on ne les a pas vus, mais il y en a un que nous, on connaît très bien en oncologie médicale, qui s'appelle le CTLA4 et le PD1. Ce sont des récepteurs à la surface du lymphocyte qui bloquent la réponse immunitaire. Et qu'est-ce qui se passe? La cellule tumorale étant très intelligente, on voit sur le schéma de gauche, elle produit des ligands qui se fixent sur ces récepteurs, les activent et bloquent le système immunitaire. Et donc l'immunothérapie qui a été découverte et qui a été mise en place, vous voyez, elle bloque cette interaction entre la cellule tumorale et la cellule immunitaire de façon très spécifique, en se bloquant sur les récepteurs qu'on a identifiés au niveau de la cellule immunitaire ou sur les ligands qu'on a identifiés au niveau de la tumeur. Et de ce fait-là, donc nous avons deux grandes classes thérapeutiques avec l'immunothérapie, ce qu'on appelle les anti-CTLA4. Eux, ils agissent à la phase précoce de la réponse immunitaire au niveau des ganglions lymphatiques. Ces anti-CTLA4 sont efficaces, mais ils le sont moins que les anti-PDL1. Ils donnent surtout pas mal d'effets secondaires. Ce dont on entend parler tout le temps au quotidien, ce dont on dispose actuellement en pratique clinique, ce sont les anti-PD1, anti-PDL1. Eux, ils agissent au niveau de l'environnement de la tumeur, c'est-à-dire ils bloquent l'action du système, ils restaurent le système immunitaire au niveau de la phase d'exécution dans l'environnement tumoral. Et donc, on a en l'occurrence deux molécules dont on dispose actuellement à l'INO, l'atezolizumab qui agit sur le ligand et le pembrolizumab qui agit sur le récepteur. Alors, il faut savoir que cette immunothérapie a été considérée, ici c'est un éditorial de la revue Science, qui est l'une des revues les plus prestigieuses de médecine. On a parlé de thérapie breakthrough. Une thérapie breakthrough, c'est une thérapie qui perce. Et donc, ça a été considéré déjà en 2013. En 2016, à l'ASCO, on parlait d'avancée de l'année, et tout ceci a été couronné par un prix Nobel de physiologie et de médecine en 2018. Et donc c'est pour toutes ces raisons que l'immunothérapie a tout ce succès, et c'est pour toutes ces raisons aussi l'efficacité, le mécanisme d'action innovant, un profil de toxicité innovant, que l'immunothérapie, nous l'avons choisi comme projet d'établissement. Alors pour utiliser cette immunothérapie, il faut l'utiliser de la bonne manière. Comme je vous disais, il n'y a pas tous les patients qui répondent. Il faut bien sûr bien peser les indications et il faut surtout évaluer, surtout dans notre contexte. Il peut y avoir on sait que dans les essais cliniques, ça marche. Donc nous, on s'est dit, on a de l'immunothérapie, on a intérêt à bien l'utiliser pour que ça fonctionne et à l'évaluer pour vraiment voir quels sont les patients qui vont en bénéficier. Et donc, en collaboration avec les différents services de l'hôpital, nous avions mis en place une procédure d'octroi de l'immunothérapie. Alors, tout d'abord, les prescriptions sont seniorisées, toujours par un oncologue médical senior qui doit remplir une fiche d'éligibilité, donc c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que tous les oncologues médicaux seniors du service vont signer cette fiche d'éligibilité, donc elle doit être validée par tous les oncologues médicaux.
Une fois que c'est validé par les oncologues médicaux, il y a une autre commission qui se réunit, et notamment nous avons intégré avec nous l'anatomopathologiste, parce que c'est très important. Vous avez vu qu'il y a les facteurs prédictifs, les biomarqueurs, et donc l'anatomopathologiste a un rôle important. Nous avons un radiologue avec nous, parce que c'est important, l'évaluation de la réponse, c'est quelque chose d'important. Nous avons également la pharmacie avec nous, parce que c'est ce qui va délivrer le traitement aux patients. Une fois bien sûr qu'on a validé l'éligibilité dans ces deux commissions, et une troisième commission, c'est la commission administrative, c'est juste pour valider l'indication administrative. On délivre tout ça à la pharmacie parce qu'en fait, la pharmacie va réserver le produit pour le patient. L'idée, ce n'est pas juste de lui donner une séance et de s'arrêter, c'est de continuer à lui donner tout le traitement dont il a besoin, donc on réserve. Mais ce qu'on a fait en parallèle, c'est qu'on fait une évaluation. L'oncologue senior prescripteur doit toujours remplir aussi une fiche d'évaluation tous les 3 mois, parce que ça ne sert à rien de réserver un traitement au patient alors qu'il ne marche pas. Donc, tous les 3 mois, pour chaque patient, je reçois une fiche d'évaluation. Et en cas de réponse, on poursuit. Surtout, on avise la pharmacie qu'il faut continuer à réserver. Et si le patient ne répond plus, on avise également la pharmacie. Donc, c'est un système d'évaluation en continu, donc pour vraiment évaluer tout ce qu'on fait. Donc, la période de l'étude, c'était entre 2018 et 2021. Et en fait, là, ce sont les résultats donc des patients que nous avons inclus dans le projet de l'immunothérapie. Il y a à peu près 38 patients, donc en l'espace à peu près de 2 ans, qu'on a intégré ce projet. La majorité, ce sont des cancers bronchiques, parce qu'en fait, c'est là où l'indication est prédominante. En plus, le cancer bronchique, c'est le premier cancer chez l'homme. Donc, en termes de fréquence et en termes d'indication, c'est le plus fréquent, alors que vous savez que le cancer bronchique, le pronostic était effroyable avant l'avènement de l'immunothérapie. Les mélanomes était une pathologie orpheline. Les patients ne pouvaient absolument rien leur faire. Et là, je peux vous dire que dans cette série, le patient le plus long survivant a 4 ans de survie à rémission complète de sa maladie. C'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer auparavant dans un mélanome. Troisième localisation, l'immunothérapie perce de plus en plus, c'est le carcinome hépatocellulaire. Là aussi, on n'avait pas beaucoup d'options. Le carcinome hépatocellulaire, une fois qu'on a dépassé l'étape locale chirurgicale, quand on n'avait plus cette possibilité, l'évolution était également effroyable. Et là, avec l'immunothérapie, on commence à avoir vraiment des résultats très intéressants. Le colorectal, surtout le MSI, on a besoin vraiment de travailler en étroite collaboration avec les anatomopathologistes pour les facteurs prédictifs de réponse. Donc globalement, voici les résultats. Pour l'âge, donc on avait un âge médian de 61 ans, une prédominance masculine, c'est surtout parce que le cancer bronchique est plus fréquent chez les hommes. Alors pour l'organisme de prise en charge, en fait, l'INO a la particularité, bien sûr, de recevoir les patients du régime RAMED, mais nous avons, je pense, probablement à cause de l'expertise et de la qualité des soins qui est prodiguée, si je ne me trompe pas, 30 à 40% de patients sont levables, qui ont une assurance maladie obligatoire et même des payants. Donc là, on le voit ici, pour les patients qui ont bénéficié de l'immunothérapie, 45% avaient la CNOPS, on a 25% de patients du régime RAMED. Ce sont des patients qui reçoivent de l'immunothérapie gratuitement, thérapeutique très innovante, mais aussi très très coûteuse. Nous avons également des payants, donc vous voyez à peu près 10% de patients qui payent leur immunothérapie ou qui ont des assurances privées qui vont par la suite les rembourser. On a parlé d'étroite collaboration avec les anatomopathologistes. Pour le cancer bronchique, pour prescrire l'immunothérapie, il faut faire un biomarqueur et je félicite le service d'ANAPAD qui a une très grande expertise dans l'analyse du biomarqueur. Je sais qu'ils ont bénéficié de ma formation et très tôt, on a mis en place la recherche du PDL1 par immunohistochimie à l'INO. Et là, pour les patients qui ont été recrutés, on avait 3 cas qui avaient un PDL1 supérieur à 50%. Je pense aussi que en fait, c'est lié au mode de sélection des patients. C'est vraiment qu'on essaie de sélectionner les patients répondeurs à l'immunothérapie à de prescrire. Donc, on ne prescrit pas comme ça. On s'aide beaucoup du PDL1, notamment dans le cancer du poumon. Là, on a quand même 3 cas de patients dans ce projet-là. Bien sûr, ce n'est pas le pourcentage qu'on va trouver dans une population globale, mais dans notre projet, les 3 quarts avaient un PDL1 supérieur à 50% parce que justement, il y a cette commission d'éligibilité. On essaie vraiment de sélectionner les patients. Alors, pour la répartition selon la ligne thérapeutique, et ça aussi c'est quelque chose de traitement.
d'important. La ligne de traitement peut être une première ligne, c'est-à-dire on donne l'immunothérapie dès que le diagnostic est fait, dès que le patient devient métastatique, ou alors ça nous est arrivé surtout dans les anciens cas de le donner en deuxième ligne. Vous savez, avec les patients de l'AMO, on devait attendre l'accord de la NAM, etc. Donc au début, on donnait de la chimio et c'est quand le patient progresse qu'on donne de l'immunothérapie. Alors ce qu'on voit pour la première molécule, dans l'image en haut, c'est qu'on donnait l'immunothérapie en première ligne, surtout dans les mélanomes. On arrivait à l'avoir facilement parce que c'est une pathologie orpheline. Et dans le cancer du poumon, c'était réparti de la même manière entre première et deuxième ligne. Alors, en ce qui concerne la toxicité, alors, il faut savoir que l'immunothérapie a une particularité. Elle ne donne pas de toxicité symptomatique. Ce n'est pas comme la chimiothérapie, le patient ne se sent pas bien, il a des nausées, il est mal, il passe une période après le traitement, il ne va pas bien. Avec l'immunothérapie, ce n'est pas de la toxicité symptomatique. La plupart du temps, le patient ne ressent pas beaucoup d'effets secondaires. Par contre, il y a une toxicité spécifique qui est nouvelle pour les oncologues et que l'on a appris à gérer au fil du temps, qui nécessite beaucoup de collaboration. C'est une toxicité auto-immune. En réactivant le système immunitaire, on développe des maladies auto-immunes ou on va dire des incidents auto-immuns. Donc cette toxicité, elle est assez fréquente. Ici, on le voit, par exemple, elle est dans 50% des cas, mais la majorité, c'est des grades 1 et 2. Ce sont des toxicités biologiques. C'est en faisant le bilan biologique qu'on va se rendre compte, par exemple, que le patient fait une hypothyroïdie. On va l'envoyer pour une supplémentation et ça règle le problème. Alors donc ça, c'est le panel des toxicités. Nous, ça nous a paru important d'évaluer aussi les toxicités, de la toxicité cutanée tout à fait bénigne, avec seulement des lésions cutanées qui sont constatées, qui ne nécessitent aucune prise en charge. Endocrinienne, c'est la plus importante. On va la voir surtout sur le bilan biologique. Et il y a quelques toxicités digestives pulmonaires, mais je vous ai dit majoritairement grade 1 et 2. Est-ce que c'est influencé par la ligne de traitement, que le patient ait une maladie très avancée ou pas? Pas du tout. On voit qu'il y a une même proportion de toxicité entre la première et la deuxième ligne de traitement. Est-ce que c'est influencé par le nombre de cycles de traitement? Absolument pas. Avec l'immunothérapie, il n'y a pas de toxicité cumulative. Elle peut survenir à n'importe quel moment. Mais globalement, tout à fait gérable. Alors, en ce qui concerne l'efficacité, bien sûr, c'est l'élément le plus important. On le voit ici sur cet histogramme, on a quand même eu 11% de réponse complète. On est dans une maladie métastatique, palliative, où avant, on n'avait pas de réponse complète. Là, on a des 11% de réponse complète, 22% de réponse partielle et 22% de stabilité, ce qui donne 57% de bénéfices cliniques. En oncologie médicale, un traitement qui stoppe la maladie est un traitement efficace. Le seul fois où on se dit que le traitement ne marche pas, c'est quand la maladie progresse. Là, on a 57% de bénéfices cliniques, ce qu'on juge très important par rapport aux données de la littérature. La même chose, on s'est dit, où est-ce que ça marche le mieux? Tout ça, c'est pour évaluer nos pratiques, pour voir ce qu'on va faire avec cette immunothérapie par la suite. On ne va pas continuer à donner de l'immunothérapie à l'aveugle sans savoir les résultats pour nos patients. Et donc, la même chose pour l'efficacité, on s'est rendu compte qu'on avait des réponses complètes. Là, on le voit, dans le cancer du poumon, on en a, donc c'est ce qui est en rouge. On a aussi en bleu des réponses partielles, surtout dans le cancer du poumon, dans le mélanome et dans le CHC. Et donc tout ça nous réconforte et nous incite à continuer à prescrire de l'immunothérapie, mais on va voir qu'en conclusion, on va de mieux en mieux sélectionner nos patients. Alors l'efficacité selon la ligne de traitement, ça c'est très important. On s'est rendu compte que l'efficacité était meilleure en première ligne, c'est-à-dire qu'il faut l'administrer le plus tôt possible. Il ne faut pas attendre que le patient aille mal, qu'il ait déjà un état général altéré, qu'il ait beaucoup progressé. La stimulation du système immunitaire marche quand la maladie elle est post-métastatique et quand elle évolue lentement. Donc le mieux, c'est de donner en première intention. C'est vrai qu'avant, on se disait, bon, on va le laisser si les autres traitements ne marchent pas par des soucis économiques, etc. Mais pour un souci d'efficacité, il faut le donner en première ligne. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs maintenant dans la commission d'éligibilité. On commence vraiment à prendre des patients en bon état général en première ligne. On risque d'avoir le maximum de bénéfices. Donc, ce qu'on peut dire en conclusion pour le projet de l'immunothérapie au service d'oncologie médicale, on a un profil de tolérance acceptable. L'efficacité est démontrée, on a quand même 57% de réponses dans une maladie métastatique avec des réponses complètes, surtout en première ligne.
cancer bronchique, mélanome, CHC et cancer colorectal et métis. Ce sont vraiment les pathologies. On a eu le plus de réponses par rapport à d'autres pathologies, par exemple comme le cancer de vessie, ou peut-être les patients étaient dans une maladie très avancée, mais en tout cas, on a eu beaucoup moins de réponses. Donc, globalement, ce projet d'immunothérapie a été positif dans son ensemble. Ce n'était pas un pari gagné pour nous. On se disait, d'accord, on va avoir l'immunothérapie, c'est très innovant, c'est coûteux, mais il faut encore que chez nos patients, ça marche, que ça fonctionne. Mais c'est surtout le fait d'évaluer régulièrement qui a permis au projet de fonctionner. L'idée, maintenant, il y a un projet plus global en collaboration avec l'IRC de colliger tous les cas marocains. Et c'est l'INO qui mène ce projet. L'idée, c'est d'avoir vraiment une expérience marocaine. Donc, je peux dire que je suis très fière qu'on puisse mener ce genre de projet à l'INO, comme tous les projets innovants qu'on mène. Et je ne cesserai jamais de dire que c'est un travail d'équipe. On fait de l'immunothérapie, c'est les oncologues qui prescrivent, mais on a aussi nos infirmiers qui administrent, qui ont été formés. Il faut savoir qu'on a dédié une partie de l'oncologie médicale à l'administration de l'immunothérapie. On n'administre pas partout dans toutes les unités qu'on a, on l'administre en particulier dans une unité pour avoir également le maximum d'expertise infirmière. Et voilà, je vous remercie.